Nous sommes le 2 janvier 1920 dans le petit village de Petrovitchi en Russie. Une naissance va marquer un genre littéraire, celle d'un enfant dont l'imaginaire va changer à tout jamais la face de la science-fiction. Cet enfant, c'est Isaac Asimov. L'homme aux plus de 400 ouvrages, l'homme qui va codifier les célèbres lois de la robotique et bâtir des empires narratifs mêlant science, philosophie et humanisme. Mais comment ce fils de la mère Russie, qui a grandi aux États-Unis, va-t-il devenir l'un des architectes de la science-fiction moderne ? Et comment va-t-il faire basculer la SF dans une autre dimension ? Hello à toi Nixonaute, bienvenue dans ce nouveau Nixplorer où l'on va remonter le fil de la vie d'un géant visionnaire dont l'héritage continue d'inspirer auteurs, scientifiques et rêveurs du monde entier. Dans cette vidéo, on traversera la vie de ce visionnaire, cet homme obsédé par la logique, fasciné par l'éthique et pourtant terriblement humain. À 3 ans, Isaac débarque aux États-Unis avec ses parents, quittant la Russie pour Brooklyn. Il y grandit et obtient la nationalité américaine à l'âge de 8 ans. Son père tient une confiserie, dans laquelle il vend aussi des magazines pulp de science-fiction. C'est là, entre 2 barres de chocolat et le rayon pulp, que le jeune Isaac découvre un genre qui ne le quittera plus, la science-fiction. Un monde s'ouvre à lui. Un monde de robots, de vaisseaux, d'univers en expansion, et Isaac plonge la tête la première. Il lit tout, il rêve, il commence à écrire, pas encore des chefs-d'œuvre, mais déjà il commence à créer sa propre voix. En 1934, à seulement 14 ans, il signe sa première publication dans le Boys High Recorder, le journal de son lycée. Ce n'est pas encore de la science-fiction, mais un petit texte humoristique non fictif intitulé Little Brothers, dans lequel il raconte les petites misères provoquées par l'arrivée de son frère cadet, Stanley. Plus de partage parental, moins d'attention sur lui, mais toujours cette ironie malicieuse qui deviendra sa signature. Le texte est quasiment introuvable aujourd'hui, il n'a jamais été republié, mais il marque déjà une tendance. Asimov sera autant capable d'humour que de gravité, de légèreté que de rigueur scientifique. Il est là le germe de ce qui fera son style, une écriture vive, pleine d'ironie et toujours lucide. Isaac n'est pas du genre à traîner dans tous les clubs de fans. Il est discret, mais il finit par croiser la route d'un petit cercle de passionnés, les futuriens. Et dans ce groupe, il fait une rencontre décisive, celle de Frédéric Paul. Frédéric Paul, éditeur, auteur, futur agent et surtout, celui qui ouvre la porte à Isaac. Grâce à lui, Asimov publie ses premières nouvelles dans Astonishing Stories et Super Science Stories. Asimov résume ses débuts avec une franchise désarmante. J'ai commencé à lire de la science-fiction à 9 ans et à en écrire à 11. J'ai envoyé ma première histoire à un magazine à 18 ans et j'en ai vendu une à 19. Au passage, Paul et lui collaboreront des décennies plus tard sur un de ses derniers ouvrages, Notre Terre en colère. Mais Isaac n'est pas qu'un conteur d'univers. C'est aussi un cerveau rationnel, un scientifique rigoureux. Il décroche son diplôme de premier cycle en chimie à l'Université Columbia en 1939, obtient sa maîtrise en 1941, puis son doctorat en 1948. Son parcours est interrompu par la Seconde Guerre mondiale. Affecté à la base aéronavale de Philadelphie, il fait la rencontre de 2 autres monuments de la SF, L. Sprague de Camp et Robert A. Heinlein. Sprague de Camp, c'est l'intello touche-à-tout, mordu d'uchronie et de fantaisie. Il deviendra un proche collaborateur. Quant à Heinlein, c'est le futur auteur de Étoile garde à vous, autrement dit Starship Troopers, un roman militariste et philosophique devenu culte. Heinlein croit à la discipline, au mérite et à une civilisation qui ne fonctionne que si chacun assume son rôle et son fusil. Si Asimov partage avec Heinlein une solide formation scientifique et un sens aigu de l'anticipation, leur vision du futur diffère profondément.
Robert A. Heinlein, ancien militaire, voit souvent la discipline, l'ordre et la responsabilité individuelle comme les piliers d'une société viable. Dans Starship Troopers de 1959, son œuvre la plus célèbre, citée plus tôt, il imagine un futur militarisé où seuls ceux qui ont effectué leur service militaire peuvent voter. Il y va à fond quand même. Un roman à la fois admiré pour son sens du détail et critiqué pour ses accents militaristes, parfois accusé de flirter avec le fascisme. Asimov, lui, se méfiait de l'autoritarisme. Sa science-fiction est traversée par une foi humaniste dans le progrès scientifique, l'intelligence collective et la morale. Heinlein met l'accent sur la force et le mérite personnel. Asimov, lui, est à l'opposé donc. Il croit en l'intelligence collective, comme je le disais, en l'éthique et la coopération. Il méprise l'autoritarisme. Une citation illustre bien la vision divergente d'Asimov par rapport à celle d'Heinlein. La violence est le dernier refuge de l'incompétence. C'est une citation d'Asimov tirée de Fondation. Ce sont donc deux visions du monde, deux visions de l'avenir. Et pourtant, une amitié sincère, née dans les couloirs d'un laboratoire militaire et nourrie par un respect mutuel entre géants de la SF, voit le jour à ce moment-là. À eux trois, Asimov, Sprague de Camp et Heinlein représentent des styles bien différents, mais partagent une même passion pour la rigueur scientifique et les extrapolations futures. En 1949, Asimov rejoint la faculté de médecine de l'Université de Boston en tant que professeur associé de biochimie. Mais en 1958, il dit stop. Il raccroche la blouse, tout en gardant le titre, pour faire ce qu'il aime vraiment, c'est-à-dire écrire. Il dira d'ailleurs « Écrire, pour moi, c'est simplement penser avec mes doigts ». Et il y a pas mal de cerveau là-dedans, quand même. La science devient alors pour lui non seulement un sujet d'étude, mais aussi un terrain d'évasion littéraire. Et là, c'est la montée en puissance, une ascension fulgurante pour Isaac, qui après Heinlein, qui a dominé le game pendant les années 40, était le maître de la science-fiction, l'écrivain américain le plus influent du genre. Pour preuve, parce que je ne suis pas comme ça, il recevra le SFWA Grand Master Award en 1987 et sera intronisé au Science Fiction Hall of Fame en 1997. Dit en passant, comme ça, vite fait. Il fera aussi l'objet de biographies et de sélections épistolaires qui constitueront le dossier autobiographique le plus complet jamais fourni par une figure de la SF. On referme la parenthèse. C'est en mars 1939 qu'Asimov publie sa toute première nouvelle de science-fiction, Marooned of Vesta, dans le magazine Amazing Stories. À l'époque, ces textes passent encore un peu inaperçus. Heinlein, von Vogt ou Clarke attirent plus l'attention. Mais Isaac, lui, trace son chemin, parce que peu remarqué, oui, mais son chemin croise celui de John W. Campbell, rédacteur en chef de Astounding Science Fiction. Campbell, ce n'est pas juste un éditeur, c'est un architecte d'idées, un coach impitoyable. Il pousse, il provoque, il façonne et Asimov s'en nourrit. Je n'aurais jamais pu écrire mes histoires comme je l'ai fait sans Campbell. Il m'a donné du courage et des idées. C'est ce que disait Asimov. John W. Campbell est une figure clé de l'histoire de la science-fiction. Il est le rédacteur en chef de Astounding Science Fiction, mais il ne se contentait pas de publier des récits. Il façonnait littéralement l'imaginaire de ses auteurs. Il proposait des idées, des intrigues, des dilemmes éthiques, des défis scientifiques. Il provoquait, il conseillait, il exigeait, et Asimov, alors jeune auteur, absorbe tout. Cette relation intense et stimulante sera pour lui une école à part entière, brève mais déterminante. En l'espace de quelques années à peine, Isaac va poser les bases de son œuvre majeure, celle qui fera de lui une légende. D'abord en 1940 avec Strange Playfellow, rebaptisé plus tard Robbie, une nouvelle touchante sur l'attachement d'un enfant à un robot nounou. Ce sera la première pièce de sa célèbre série des robots, dans laquelle naîtront bientôt les 3 lois de la robotique. Ensuite, en 1941, Nightfall. Publiée dans l'Astounding, cette nouvelle iconique met en scène une civilisation qui n'a jamais connu la nuit, jusqu'au jour où l'obscurité tombe. Le chaos s'ensuit. Cette histoire est encore aujourd'hui considérée comme l'une des plus marquantes de toute la science-fiction américaine.
Enfin, en 1942, Fondation, une œuvre visionnaire où Asimov imagine un empire galactique gouverné par la science et la psychohistoire. Ce n'est plus le space opéra explosif des pulps, mais une fresque intellectuelle historique, philosophique. Il redéfinit le genre et le fait entrer dans une nouvelle ère. Faisons un arrêt sur le cycle Fondation. Tout part d'un brainstorming avec Campbell. Genre, et si on se racontait la chute d'un empire galactique à la manière de Gibbon, de l'Empire romain. Voilà, comme ça, exercice de pensée, vite fait. Pouf, il y a un monument qui sort. À partir de 1942, Asimov commence à publier sous forme de nouvelles successives dans le Standing, ce qui deviendra l'ossature de sa trilogie Fondation. Et pourtant, au départ, il n'avait aucun plan global. Comme quoi, quand même, le génie. Ce sont des épisodes publiés séparément, mais qui vont peu à peu former une fresque cohérente. L'idée de base lui vient lors d'une discussion avec John W. Campbell, comme je le disais plus tôt, mais Asimov ne veut pas se limiter aux batailles et aux héros classiques. Ce qui l'intéresse, c'est l'histoire, la sociologie, la prévision mathématique du futur. C'est ainsi qu'il invente une science imaginaire, la psychohistoire, capable de prévoir l'avenir des masses humaines. Résultat, une fresque épique, sans sabre laser, sans héros, juste des penseurs, des stratèges, des idées. Il publie les premiers textes entre 1942 et 1950. Puis, à la demande de son éditeur, il regroupe et réécrit ses épisodes. C'est ainsi qu'est née une trilogie culte composée de Fondation, Fondation et Empire et Seconde Fondation, parue entre 1951 et 1953. 3 tomes, 3 mouvements, dans un immense jeu d'échecs galactique sans pistolet laser ni vaisseau rutilant, mais avec des idées, des stratégies, des évolutions de société à l'échelle cosmique. C'est une science-fiction de concept, une épopée intellectuelle, et c'est un succès immense. Asimov dira à ce sujet « Je voulais écrire une histoire du futur qui rivaliserait avec le déclin et la chute de l'Empire romain de Gibbon. Je ne pensais pas que ça deviendrait un monument de la science-fiction. Je l'ai simplement écrite, histoire après histoire. » Il est juste incroyable. Mais on va approfondir en parlant de l'expansion de Fondation. Dans les années 80, Asimov revient à Fondation sous la pression de ses lecteurs et de son éditeur. Il ne pensait pas poursuivre cette saga, mais son public n'a jamais décroché. Il publie alors 2 suites. Fondation foudroyée en 1982, Terre et Fondation en 1986, puis 2 préquels. Prélude à Fondation en 1988 et L'Aube de Fondation en 1993. Donc là, c'est une œuvre posthume. Avec ces nouveaux volumes, Asimov relie l'univers de Fondation à celui de ses robots et de ses empires. Il construit un tout cohérent, une chronologie complète allant des débuts de la robotique jusqu'à l'aube d'un second empire galactique. Ce geste d'unification est sans précédent dans l'histoire de la science-fiction. Et ici, il faut qu'on aborde le monomythe de Joseph Campbell, parce que Fondation se détache des grandes mouvances de l'époque. À première vue, Fondation n'a rien d'une saga classique. Pas de héros solitaires, pas de destin exceptionnel, pas de quête initiatique. Contrairement à la structure du monomythe décrite par Joseph Campbell, ce fameux schéma du héros aux 1000 visages que l'on retrouve dans Star Wars, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Asimov choisit de décentrer l'action. Fondation ne suit pas le modèle du héros classique, pas de quête personnelle, pas de prophétie, donc pas de héros charismatique sauvant l'univers. Ici, le héros, c'est la société elle-même, ou plutôt l'intelligence collective, la mémoire et la science. Asimov refuse la providence, il croit en la méthode, en la pensée. Dans Fondation, il n'y a pas un héros, mais une succession de figures scientifiques, marchands, diplomates, politiques, tous au service d'un projet plus vaste, la préservation du savoir face à la chute inévitable d'un empire. La psychohistoire remplace la prophétie. Elle repose sur les masses, pas sur les individus. Elle annonce un futur probable, non une destinée hors norme. Et surtout, Asimov défie l'idée de la providence ou du mythe salvateur. Il croit au raisonnement humain,
au progrès par l'intelligence, pas à la magie du destin. Asimov disait ceci à ce sujet. Les auteurs de science-fiction prévoient l'inévitable et si les problèmes et les catastrophes peuvent l'être aussi, les solutions, elles, ne le sont pas. L'influence d'Asimov et de Fondation s'étend bien au-delà des cercles littéraires. Dès les années 70, son empreinte se fait sentir dans la pop culture et elle ne cessera jamais de grandir. George Lucas, lorsqu'il crée Star Wars, s'appuie clairement sur le monomythe de Joseph Campbell. Le voyage du héros, l'appel de l'aventure, le mentor, la chute et la rédemption. Mais du côté du décor, du fond, du contexte galactique, l'influence d'Asimov est bien là. Le concept d'un empire galactique immense, bureaucratique et décadent rappelle celui de Fondation. La chute de la République et la tentative de restaurer l'équilibre dans la galaxie résonnent avec le projet de Fondation et la psychohistoire. Même l'idée d'un ordre ancien gardien du savoir, les Jedi, fait écho à la seconde Fondation dépositaire du projet Seldon. Mais c'est surtout dans d'autres œuvres que Fondation a laissé une marque plus directe. Frank Herbert, dans Dune, s'inspire de l'idée d'un empire ancien, d'un équilibre complexe entre science, religion et politique. Babylon 5, The Expanse, Mass Effect, autant d'univers galactiques construits sur la base d'une longue histoire stratifiée, souvent traversée par des effondrements systémiques. Et bien sûr, la série Fondation sur Apple TV+, bien qu'elle prenne des libertés scénaristiques importantes. Toutes ces œuvres témoignent de l'impact durable de cette œuvre à l'échelle mondiale. Pendant des décennies, Fondation était considérée comme inadaptable, trop dense, trop intellectuelle, trop éparpillée dans le temps et l'espace. Pas de héros central, pas de romance, pas de combat spectaculaire. Et puis, Apple TV+, relève le défi. Une super production visuellement ambitieuse avec Jared Harris et Harry Seldon et une volonté d'actualiser le récit pour un public moderne. Mais très vite, la série prend des libertés majeures avec l'œuvre d'Asimov. Réinvention des personnages, changement de genre, d'ethnie ou de fonction, ajout d'un empereur cloné, Cléon 1, 2, 3, qui structure une trame politique inédite, introduction de rebondissements émotionnels et de séquences d'action qui n'existent pas dans le matériau original. Les puristes crient à la trahison. D'autres saluent une adaptation nécessaire pour faire vivre autrement. Hurrah! Mais quoi qu'on en pense, la série témoigne d'une chose. Fondation n'est plus seulement un texte. C'est un mythe fondateur de la science-fiction qui inspire, dérange, évolue. Asimov disait lui-même qu'il n'était ni poète, ni prophète, juste un esprit curieux. Non mais je le redis, il est extraordinaire, hein. Et cette curiosité, transmise de génération en génération, continue d'alimenter les récits d'aujourd'hui. Mais avant les robots, avant les lois, il y a eu une nuit. Une seule. Et ce fut le chaos. Avant de parler de ces robots, arrêtons-nous un instant sur une autre œuvre culte d'Asimov, Nightfall. Publié en 1941 dans Astounding, Nightfall connaît un succès fulgurant. Nightfall explose les sondages. Pour beaucoup, c'est la meilleure œuvre SF jamais écrite, notamment par les membres de la Science Fiction and Fantasy Writers of America. L'idée de départ est simple et géniale. Le philosophe Emerson avait un jour écrit « Si les étoiles n'apparaissaient qu'une nuit tous les 1000 ans, les hommes tomberaient à genoux devant elles ». Mais Campbell, fidèle à son esprit de contradiction, lance le défi à Asimov. Et si c'était justement ce moment qui détruisait la civilisation ? Sur la planète Lagash, le ciel est toujours lumineux, baigné par 6 soleils. La nuit n'existe pas, sauf tous les 2000 ans, quand une éclipse totale plonge le monde dans l'obscurité. À mesure que ce moment approche, les scientifiques commencent à comprendre. Ce n'est pas la nuit qui provoque la panique, mais les étoiles qui apparaissent par milliers. Une révélation si bouleversante qu'elle pousse la civilisation à sombrer dans le chaos encore et encore à chaque cycle. Une version inédite, Nightfall, en 1990, écrite avec Robert Silverberg, ouvre l'histoire originale.
Mais ce faisant, aplatit fatalement l'intensité poétique et l'émerveillement ressenti par tant de lecteurs au moment où les étoiles apparaissent. Asimov a rallumé les étoiles, là où régnait l'ombre, et nous a appris à lire la nuit. Après Nightfall, parlons maintenant de l'autre pilier majeur de l'œuvre d'Asimov, les robots. Ce thème, devenu central dans sa carrière, est né aussi de longues discussions enflammées avec John W. Campbell. C'est dans sa troisième histoire robotique, Menteur, publiée en 1941, que naissent pour la première fois les 3 lois de la robotique. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, permettre qu'un humain soit blessé. Un robot doit obéir aux ordres donnés par un humain, sauf si cela entre en conflit avec la première loi. Un robot doit protéger sa propre existence, tant que cela ne contredit pas les 2 premières lois. Une idée simple, mais révolutionnaire. Enfin simple, fallait y penser quand même. Jusqu'ici, les robots étaient des monstres de métal, des menaces incontrôlables. Asimov, lui, en fait des serviteurs logiques, fiables et parfois tragiquement humains. Ça rappelle un peu Kadik aussi. Et ces lois, plutôt que de poser des limites, vont devenir un terrain de jeu narratif infini. Chaque histoire devient une énigme morale, juridique, logique. Les robots interprètent, contournent ou se retrouvent pris au piège de ces règles. En 1950, Asimov publie la célèbre anthologie iRobot, qui regroupe plusieurs de ses récits dont Menteur et Little Lost Robot. Mais c'est dans les années 50 qu'il pousse plus loin cette réflexion avec 2 romans essentiels. Les Cavernes d'acier en 1954, où le détective Lige Bailey collabore avec un robot, Art Danil Olivao, dans un New York souterrain surpeuplé. Soleil nu de 1957, qui explore une planète où l'on vit seul, loin des foules et où les robots sont omniprésents. Il connecte Fondation, les robots et l'Empire en un tout cohérent, un méta-univers gigantesque relié par un fil narratif invisible et un robot, Art Danil Olivao. Art Danil Olivao devient alors un personnage central, à la fois machine et conscience. Il incarne une autre vision du progrès, une intelligence artificielle capable de protéger l'humanité, même contre elle-même. Et c'est là qu'Asimov opère un glissement génial. Il relie progressivement ces univers. Les romans des robots, les empires, Fondation, tout s'imbrique. Et derrière tout cela, Olivao veille. Dès les années 70, l'influence d'Asimov est partout. George Lucas s'inspire de Fondation pour son univers impérial. Frank Herbert bâtit Dune sur des fondations similaires. Par la suite, plusieurs de ces récits ont été adaptés à la télévision, notamment par la BBC, Out of the Unknown, ou ont tenté de l'être. En 1978, Harlan Ellison écrit un scénario pour iRobot, resté inédit à l'écran, mais publié, comme iRobot, The Illustrated Screenplay. Puis, en 2004, Hollywood s'en empare. Le film iRobot avec Will Smith s'inspire vaguement des idées d'Asimov, mais transforme le tout en blockbuster d'action, trahissant en partie l'esprit original. Asimov n'aurait sans doute pas détesté l'idée, il aimait la popularité, mais pas les approximations. Son œuvre, elle, reste là, solide, rationnelle, féconde. Mais une chose est sûre, Fondation est devenue une fondation. Derrière la rigueur scientifique et la productivité légendaire d'Asimov, il y avait aussi un homme profondément sensible, attaché à la stabilité et parfois fragile. Il souffrait d'agoraphobie, une peur marquée des espaces ouverts et des environnements inconnus. Cette anxiété a façonné son mode de vie. Il sortait peu, voyageait rarement et trouvait dans l'écriture un refuge, un espace mental sûr. Ce n'est sans doute pas un hasard si, dans les cavernes d'acier, les humains vivent sous terre, isolés dans des cités ultra-organisées, ni si ces récits évitent les grands élans romantiques au profit de dialogues posés, d'intellects en tension, de relations souvent distanciées.
Mais sa vie intérieure fut riche et marquée par une relation forte et lumineuse, celle qu'il a partagée avec Janet O. Jepson, psychiatre mais aussi auteur de science-fiction. Il se marie en 1973. Elle devient sa seconde épouse, mais surtout sa partenaire intellectuelle et affective, attentive à sa sensibilité et à ses obsessions, et à son besoin de calme. Janet n'écrivait pas seulement, elle comprenait le silence, l'angoisse, le doute. Elle fut aussi celle qui, après sa mort, rassembla et transmit une grande partie de leur correspondance, de ses journaux et de ses réflexions intimes. Sans elle, nous connaîtrions sans doute moins l'homme derrière les idées. Ils ont également écrit ensemble une série de livres pour enfants, Norby, une série de 11 romans. Isaac Asimov, c'est plus de 400 ouvrages à son actif. 470 en fait. Et pas seulement de la science-fiction. Il a écrit sur la Bible, Shakespeare, l'histoire, la chimie, l'humour, la grammaire, l'astronomie et même les mathématiques. C'était un homme passerelle entre la science et le grand public, entre le futur et le présent, entre l'imaginaire et la rigueur. Il a vulgarisé la science comme personne d'autre. Peut-être Carl Sagan. Ses essais étaient clairs, limpides, sans jamais faire preuve de condescendance. Il était profondément convaincu que tout le monde pouvait comprendre si on lui expliquait bien. Et surtout, il croyait que la connaissance était un acte éthique, une responsabilité. Asimov fut aussi un humaniste convaincu, militant pour le progrès, l'égalité, la liberté de penser. Il a défendu la place des femmes dans la science-fiction, bien qu'il ait aussi, comme beaucoup de son époque, était parfois prisonnier de ses propres biais. Il a critiqué la montée des obscurantistes, des dogmes, de l'ignorance volontaire. Il a dit ceci : « L'anti-intellectualisme est le fil rouge constant de notre culture, nourri par l'idée que la démocratie signifie que mon ignorance vaut autant que ton savoir. » Isaac Asimov est mort en 1992, mais il ne nous a jamais vraiment quittés. Il reste là, entre deux étagères, entre deux idées, entre deux étoiles. Son influence plane sur les écrivains, les ingénieurs, les scénaristes, les lecteurs, sur toutes celles et ceux qui rêvent en regardant les étoiles ou en contemplant les machines qu'on construit. Il écrivait pour comprendre le monde et pour le rendre un peu plus intelligible aux autres. Son agoraphobie, ses doutes, sa soif de savoir, son humour pince sans rire, sa curiosité presque enfantine, tout cela transparaît dans ses pages. Il n'était ni prophète, ni gourou, ni oracle, mais il croyait profondément que penser ensemble pouvait nous éviter le pire, et peut-être nous conduire vers le meilleur. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers l'univers d'Isaac Asimov. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner, d'activer la cloche et d'explorer ma chaîne. À bientôt Nixonautes, et d'ici là, n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction. Can you prove that it didn't happen?